Naguère modeste village de pêcheurs, Étretat est devenu une station balnéaire de renom. Des peintres comme Gustave Courbet, Eugène Boudin ou Claude Monet ont beaucoup contribué à sa publicité. L'existence des arches n'est pas liée à l'origine à l'érosion marine, mais à l'action d'une rivière côtière parallèle à la plage qui a creusé son lit dans la falaise avant le recul de celle-ci, matérialisé par l'aiguille d'un calcaire plus dur qui a empêché sa dissolution définitive, d'où cette extraordinaire création de la nature. Ensuite, la mer a élargi les arches, donnant au site l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Les falaises se composent de 3 arches successives. À l'ouest, la falaise d'Aval, avec sa célèbre aiguille, puis la Manneporte à l'arrière-plan. À l'est, la falaise d'Amont, que surplombe la chapelle des Marins. Le trou à l'homme, auquel on accède par une échelle de fer, est toujours hors d'eau au moment des marées, et nombre de personnes s'y laissent enfermer, nécessitant l'intervention des pompiers ou une attente de près de 6 heures pour la marée basse. Sinon je continue. Donc là-haut vous apercevez une flèche, d'accord, au-dessus de la maison. Alors ça c'est le monument Ningesser et Colli. Les 2 aviateurs qui le 8 mai 1927 ont tenté de rejoindre New York. Et donc comme ils ont quitté la Terre à Étretat, c'est pour ça que le monument il a été construit ici. C'est pas du tout posé. Hein. Donc leur avion a été perdu en mer au large de Saint-Pierre-de-Miquelon. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a toujours pas la preuve. Ils sont toujours à la recherche d'une... Oui, mais il y a des guêpes. Ouais. Et ils n'ont toujours pas retrouvé une trace de l'épave. Hein. Mais ils sont toujours à la recherche. Et vous avez Thalassa qui leur avait consacré toute une émission il y a 1 an ou 2. Là. Et régulièrement, on entend parler de Ningesser et Colli. C'est Charles Lindbergh qui, à l'âge de 25 ans, a réussi la traversée, mais dans l'autre sens, New York-Paris, et Costé-Bellonte, dans le sens Paris-New York 3 ans plus tard. Donc ce monument, il a été détruit pendant la dernière guerre et reconstruit sous la forme de cette flèche qui fait 24 mètres de haut et qui a 60 degrés d'inclinaison. À l'époque, quand les hommes rentraient de la pêche, c'était le travail des femmes et des enfants de remonter la Caïque. Vous avez en fait, c'est l'endroit précis où Monet s'est posé pour peindre. Donc ici, il a peint la falaise d'Aval, et celui le tableau qui est là-bas, c'est l'endroit exact où il s'est posé pour peindre la falaise d'Amont. Hein.
Ouais. Moi je... Donc le palais a été construit en 1898 et inauguré en 1900. C'est un palais qui mélange plusieurs éléments architecturaux, dont notamment du néo-gothique et du néo-renaissance pour les plus importants. C'est un mélange éclectique qui était très à la mode à la fin du 19e siècle quand il a été construit. Donc à l'origine de l'histoire de la bénédictine, on retrouve les moines bénédictins qui vivaient au XIe siècle à l'abbaye de Fécamp. Donc l'abbaye de Fécamp n'était pas du tout ici, elle est au centre-ville, donc à peu près 1 km d'ici. Et ces moines étaient des gens très érudits, très savants, qui avaient plusieurs domaines de prédilection, dont notamment l'alchimie, la philosophie et l'herboristerie. Avec l'alchimie, en fait, leur but ultime, c'était de créer la pierre philosophale, mais à défaut de ça, en fait, ils faisaient de nombreux élixirs pour soigner le plus de maladies possible et également des élixirs de longue vie. Pour leurs élixirs, ils avaient à leur disposition des plantes qui poussaient sur les falaises de Fécamp et également des plantes qu'ils cultivaient dans les jardins de l'abbaye. Et dès le XIIIe siècle, ils ont mis au point les toutes premières techniques de distillation pour faire leurs élixirs. Donc à l'époque, c'était déjà légèrement alcoolisé. Et l'histoire commence vraiment en 1509 quand un moine qui s'appelait Don Bernardo Vincelli, que vous avez au centre du vitrail en haut des escaliers, et la statue juste derrière vous. Donc ce moine venait d'Italie, il est venu vivre ici à l'abbaye de Fécamp. En venant ici, il a apporté avec lui de nombreuses plantes et épices qui venaient de partout dans le monde, qui avaient transité par le port de Venise. Et dès son arrivée ici, ce moine, son domaine c'était vraiment l'alchimie, il s'est mis à faire plusieurs élixirs. Et en 1510, il a réussi à faire un élixir qui a eu un très grand succès dès sa sortie, non pas vraiment pour les propriétés médicinales, mais vraiment pour le goût. Et en fait, tout le monde en buvait, que les gens soient malades ou en parfaite santé. Donc ça a eu un tel succès que les moines ont continué de le fabriquer pendant près de 300 ans jusqu'à la Révolution française. Pendant la Révolution française, les moines ont été chassés de l'abbaye et de ce fait, leurs objets, leurs trésors ont été un petit peu dispersés aux quatre vents. Et donc la recette de l'élixir est lentement tombée dans l'oubli. Alexandre le Grand, ce n'était pas le Macédonien, ce n'était pas non plus l'Alexandre de Russie, rien à voir. C'était un bon Fécampois, marchand de vin et spiritueux du 19e siècle. Et un jour de 1863, il était en train de travailler dans cette bibliothèque et il est tombé vraiment sur un très vieux ouvrage qui a attiré son attention. Dans cet ouvrage, il y avait des recettes d'élixir et même d'alchimie, dont notamment un élixir à base de 27 plantes et épices. Vous l'aurez deviné, c'était l'élixir de Don Bernardo Vincelli. Donc Alexandre le Grand étant dans l'univers de l'alcool et de la liqueur étant très à la mode au 19e siècle, il a eu donc l'idée purement commerciale d'en faire une liqueur. Donc ça lui a pris 1 an afin de déchiffrer la recette, la travailler, à faire des essais dans un petit alambic rune émendial, que vous verrez un peu plus tard sur le circuit. Et en 1864, il a réussi à faire une liqueur de cet élixir qu'il a donc appelé liqueur bénédictine, en l'honneur des moines bénédictins dont il tenait la recette. Donc comment cette recette s'est retrouvée dans ses affaires ?
Il faut savoir qu'un des ancêtres d'Alexandre le Grand était le procureur fiscal de l'abbaye de Fécamp il y a très longtemps. Et de ce fait, la famille Le Grand gardait des liens très étroits avec les moines de l'abbaye. Et pendant la Révolution française, quand les moines ont été contraints de fuir, il restait un dernier moine qui s'appelait Dom Blandin. Et Dom Blandin est vraiment resté jusqu'au bout parce qu'il tenait à son abbaye, il ne voulait pas partir. Et quand vraiment ça a dégénéré, qu'il a été contraint de fuir, il allait trouver le grand-père d'Alexandre le Grand, il lui a confié une partie de ses objets, de ses trésors, pour les mettre en sécurité à l'abri, pour ne pas les voir être saccagés et pillés. Donc Alexandre le Grand a retrouvé dans ses affaires de famille ce grimoire parmi d'autres objets de l'abbaye de Fécamp.